On va maintenant passer à la réponse à vos questions. On voulait relayer du coup quelques questions qui ont été posées. Donc la première est pour toi Yannick sur le début de l'intervention. Ouais. C'était plutôt une question sur quels travaux Hervé Biotech se base pour décrire en fait les effets, les bons effets de la délimitation des zones de vie. Donc première partie de la question et la deuxième plutôt la question sur l'étude brésilienne. Voilà, sur les travaux de stress de chaleur, pardon, sur l'étude brésilienne. Donc c'est des choses que tu as dû D'accord. lire certainement. Ouais. Je peux répondre déjà à cette première question. Euh, pour tout ce qui est études de zone de vie, c'est assez simple. C'est 35 ans d'expérience, d'observation des animaux, avec une partie en tant que ayant travaillé en élevage pendant 4-5 ans, et après étant resté dans le domaine du cochon. Puis comme j'ai dit au début, c'est ma passion, donc j'ai passé beaucoup de temps avec les éleveurs. Pour les aider à trouver des solutions quand il y avait des problématiques qu'ils ne réussissaient pas à résoudre, pas avec l'entourage technique qu'ils avaient classiquement. Et c'est de l'observation, puis voir ce qui se passe ailleurs. Comme je l'ai dit, l'Europe du Nord a pour moi une avance sur cette gestion de comment, des zones de vie. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Mais ailleurs, vous voyez, au Canada, on a rencontré aussi des gens qui partaient d'une autre, comment, d'un autre endroit pour arriver pas loin de ce que nous on préconise aussi. C'est plus de l'observation, passer du temps avec les animaux. Et quand on dit passer du temps avec les animaux, puisqu'on fait aussi dans une partie qu'on fait, on fait de l'audit d'élevage. Quand on rentre dans une salle, c'est pour y rester au moins 25 minutes. Si on ouvre une porte, on fait l'aller-retour dans la salle et on sort, on n'a rien vu, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut au moins 10 minutes pour que le cochon s'habitue à nous, qu'on puisse aller avec lui, s'allonger avec lui dans les cases. Les premières fois où je me suis allongé dans une case pour ressentir ce que ressentait un porcelet, on m'a pris pour un fou. Sauf que l'éleveur, il a écouté, on a mis des niches chez lui. Depuis, les porcelets se comportent différemment. Et pourquoi on a du poids en plus? C'est tout simplement parce que la niche qui est chauffée, le porcelet, il n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour se réchauffer. Donc l'énergie qu'il ingère est transformée en croissance. Et on a des lots qui sortent homogènes de sevrage. Et c'est pour ça qu'on fait du poids en plus. Tout le monde gagne un petit peu de poids. Et c'est uniquement par de l'observation, tester des choses, et puis appliquer des choses qui marchent ailleurs. Et tout ce qu'on voit dans les autres pays n'est pas forcément applicable, mais il y a beaucoup de choses simples, basiques, parce que dans aussi ce qui a guidé ma vision, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, depuis au moins 20 ans, on a oublié de voir qu'un cochon, c'était un être vivant. Alors, je n'ai pas dit un être humain, j'ai dit un être vivant. Je fais la distinction entre les deux. Mais il me semble important d'observer, et par l'observation, on en tire beaucoup d'enseignements. Et pour ce qui est de l'étude brésilienne, je pourrais passer les références. C'est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je pourrais passer les références sans souci. Quand on passera derrière les éléments, on vous fera passer donc la présentation et éventuellement après, comme la conférence en gestion, on la fera passer aussi. On pourra vous passer les références que vous souhaitez avoir. Alors, une question pour Martin cette fois-ci sur le système de voyants rouges. Alors, la question c'est pouvez-vous réexpliquer le système des voyants rouges, jaunes et verts pour la truie? Cela fonctionne grâce à une puce. Est-ce que c'est bien ça? En fait, pas nécessairement avec une puce. Je vais revenir un peu là. Je vais revenir un peu là où ce qu'on le voyait justement là. Certains systèmes, dont ceux de Gestal, vont pas distribuer automatiquement de la moulée juste en suivant un horaire. On va attendre que la truie démontre son appétit. Je vous parlais tantôt, quand l'appétit va, tout va. C'est-à-dire que si je demande pas un repas, il ne tombera pas. Donc, le système, la machine, le distributeur à moulée qui est au-dessus de la truie, exemple en case de mise bas, elle n'a pas besoin de puce, elle est individuellement nourrie par un distributeur. Donc, si la truie n'en demande pas, c'est là qu'on va tomber, avec du rouge finalement. Je vous défile un peu les slides là. Ouais. Donc, c'est ici qu'on va être capable de dire, elle n'en a pas demandé de la moulée. Donc, oui, dans le cas des cases de maternité, j'ai pas besoin de puce en tant que telle parce que la truie n'est pas en liberté, elle est dans sa case de maternité. Donc, si elle en a demandé suffisamment, suivant ce que les nutritionnistes voudraient bien dans nos courbes d'alimentation, ça va être vert.
Puis si elle n'en a pas demandé, mais exemple sous le seuil de 20%, ou c'est l'éleveur qui va décider de ses paramètres, mais admettons qu'on dit sous le seuil de 20%, ben je veux qu'on me dise à l'aide, je vais aller voir ce qui se passe avec la truie. Par contre, la question est bonne aussi au niveau puce électronique. Ben, lorsque les truies sont en liberté dans des DAC, hein, le système gestal en liberté, c'est un peu ce qu'on appelle des DAC aussi, c'est des DAC autobloquants. Ben là, à ce moment-là, il y a une puce. Donc oui, là, au lieu d'activer un dispositif, au lieu d'activer un dispositif, la truie doit se rendre à l'intérieur de la station pour ensuite lever la porte, comme on a vu tout à l'heure. Donc, si elle ne se rend pas, ben c'est là. Donc, si la truie ne se rend pas, qui n'est pas capable de lever la porte ou quelque chose comme ça, ben là, dans le fond, c'est le fait de ne pas scanner sa puce pour toute une journée, exemple, qui va dire hey, attention, une des 50 truies dans ce grand parc est rouge, donc elle n'a pas été capable de se rendre. Est-ce qu'elle a perdu sa puce électronique? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est trop heureuse? Donc, c'est l'intervention qu'on va aller faire. Donc, dans les deux cas, c'est possible. Alors, toujours du coup, sur cette même partie concernant les DAC, pardon, on a une question de Maëva. Pour permettre l'acclimatation des truies au DAC, serait-il intéressant de faire rentrer d'abord les cochettes truies timides dans la case pendant quelques heures, puis ensuite faire rentrer les multipares? Oui, c'est une stratégie. Lorsque c'est difficile dans une ferme, il y a des fermes qui vont être plus difficiles que d'autres pour plein de raisons, justement, des raisons que Yannick a évoquées plus tôt. Il y a des fermes que les animaux sont plus stressés pour différentes raisons. Ça peut être une solution. Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà suggéré, là, parce que j'ai à peu près tout entendu avec notre expérience, puis les centaines de fermes là, qu'on a mis en place, puis qu'on a visité aussi, qui cherchaient des solutions là, pour les systèmes automatisés, pour comment ça que c'est difficile. Donc, oui, tout à fait. C'est quelque chose à essayer. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, lorsqu'on crée un groupe, hein, moi, je suggérerais que en dedans de 3 jours, on n'ajouterait plus d'animaux. On n'est pas, chez Gestal, on n'est pas très grand fervent des groupes dynamiques. Donc, on a développé nos équipements en conséquence. On est capable de créer vraiment des plus petits groupes. Mais mettre les cochettes en premier, c'est quelque chose que j'ai vu qui fonctionnait. Je vous dirais qu'en général, nous, on encourage de mélanger les cochettes avec les multiparités du fait que notre système est assez facile d'apprentissage. On parle même d'auto-apprentissage dans ce cas-là. Mais oui, ça pourrait être une idée. Donc, par contre, vous vous souvenez ce que j'ai dit tantôt, la hiérarchisation va devoir avoir lieu. Alors, même si les cochettes seraient là une journée ou 2 d'avance, puis là, on emmène le groupe qui va être majoritaire de truies, multiparité et plus, ben, il va quand même avoir beaucoup d'actions et les cochettes vont quand même rester surpris. Mais par contre, elles vont avoir eu le temps d'apprendre peut-être le principe de la porte qui roule. Fait que, je dirais que oui, ça pourrait être une bonne suggestion. Je ne le suggérerais pas de prime abord lors d'un nouveau démarrage, mais si ça deviendrait problématique, ça serait un des points qu'on pourrait suggérer. Oui. Ok, du coup, plutôt une question pour Yannick cette fois-ci, un peu pratico-pratique. Question de Valentin. Le cochon est un animal plutôt actif et cardiaque. Il s'aide de son groin pour fouiller le sol ou pour créer son nid, comme on a pu le voir. Comment fait-il dans les élevages hors sol pour pouvoir justement retrouver ses caractéristiques précises? Pour ces caractéristiques précises d'utiliser son groin, en fait, si j'ai bien compris la question. Oui, et fouiller le sol. Quand on est sur du bâtiment dit conventionnel, on est globalement sur du caillebotis intégral. Cette notion de groin, on peut le voir, comme l'a expliqué Martin, dans les choix de systèmes d'alimentation. On a des systèmes qui permettent aux cochons d'utiliser leur groin, et c'est nous ce qu'on recommande, parce que ça fait partie aussi de la fonction, c'est se nourrir, et puis l'idée, c'est aussi important pour l'équilibre psychologique du cochon d'utiliser un outil pour lequel quand il vit en nature, il l'utilise au quotidien. Après, dans ce qu'on fait par exemple quand une truie arrive en maternité aujourd'hui, on lui permet de préparer son nid. Ça va dans le sens aussi d'un nombre grandissant d'installations de cases maternité-liberté, où on permet à l'animal d'exprimer un peu plus son comportement naturel. Quand je disais tout à l'heure sur le fait de prendre le parallèle entre ce qu'on ferait nous pour créer notre maison ou l'appartement
ou créer les bâtiments où on va faire évoluer les animaux. Mais c'est en ça que c'est important de bien avoir observé pour essayer de recréer une partie des conditions dans lesquelles le cochon vit dans son milieu naturel. Donc, la vie en liberté totale, ça c'est un des points. Ça lui permet de se familiariser avec les autres, de socialiser. Tout ça fait partie parce que l'interaction, c'est pas que fouiller le sol, c'est aussi se toucher avec le groin. Il m'est arrivé régulièrement d'aller dans les cases avec les animaux où la première chose quand ils arrivent, ils viennent nous voir, ils nous donnent ils nous touchent avec le groin ou avec l'épaule. C'est comment on va dire, c'est le côté tactile et contact que le cochon aime bien. Et c'est en ça qu'il manifeste l'utilisation des choses. Alors justement, tu parlais d'espace maternité-liberté, donc on va attaquer avec une avant-dernière question, peut-être Oui. plus rapide. On parle beaucoup donc des espaces maternité-liberté, tu viens de le faire. En plus de quel impact sur le bien-être versus les autres surfaces proposées aujourd'hui sur le marché? Il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par autre surface proposée, parce que il y a plusieurs choses aujourd'hui sur le marché. Il y a le conventionnel qui est en case maternité bloqué depuis de nombreuses années, et c'est un choix qui a été fait par rapport à la façon on voyait l'élevage du porc il y a 30 ans. Ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Depuis quelques années, on parle de liberté. Les seuls qui étaient obligés d'être en liberté, avoir des animaux en liberté partout, c'était les élevages en approche bio ou sur paille, qui faisaient des choix alternatifs différents, mais pour des marchés qui ne sont pas non plus les mêmes en débouché. Aujourd'hui, la tendance est de parler de liberté pour une meilleure santé des animaux, un meilleur équilibre. Ça permet aux animaux d'être, comment on va dire, de mieux exprimer, donc ils sont mieux, il n'y a pas de stress. En fait, tout est lié autour du stress. Et si à chaque fois qu'on agit sur le stress, on améliore la performance des animaux tout en leur donnant du bien-être. C'est les deux vont de pair. C'est pas de stress égale bien-être égale performance. C'est aussi une équation qu'on peut avoir. Parce qu'on peut voir aussi avec la diapo qui vient d'apparaître. Ouais, l'idée c'est de toujours cet équilibre. Pas de stress, bien-être et performance. Si derrière après on part sur un environnement stress, on est en mal-être et les signes de mal-être, on peut les voir assez simplement quand on a pris l'habitude d'observer les animaux dans leur milieu naturel. On voit vite les signes de stress et de mal-être. C'est assez simple à observer. C'est juste une question d'entraînement à regarder les choses et à regarder ce qui sont ces signes-là. Donc l'esprit maternité-liberté va dans cet esprit-là. Quand autrui est en liberté autour de la misbah, elle va préparer son nid. Elle va mieux s'occuper de ses porcelets. Quand ils vont être dans le nid bien chaud qu'on leur a préparé, elle va dormir le nez et les yeux sur les porcelets. Comme ça, elle va être à côté, elle va les voir. Elle va pouvoir se coucher là où elle a envie de se coucher, puis les porcelets vont venir téter. Et si on a gardé en plus, parce que ce qui est recommandé, les 20 degrés dans la salle, le porcelet, dès qu'il a besoin d'avoir chaud, hop, il va dans le nid. Et en fait, il faut toujours imaginer que le porcelet, jusqu'au sevrage, on a dit qu'il y a beaucoup d'adolescents, mais là c'est un enfant, donc il retourne dormir comme nos enfants. C'est la même. On peut faire les mêmes parallèles, même si, comme je l'ai dit, c'est tous les deux des êtres vivants, mais d'un côté il y a les humains, de l'autre côté les animaux. On fait quand même la distinction entre les deux. Ok. Du coup, dernière question avant que tu puisses conclure. Une question un peu plus macro. Quelles sont les perspectives en termes de bien-être animal en France quand on voit l'évolution de la réglementation bien-être en Allemagne sur les conditions d'hébergement des truies, par exemple? Si j'étais provocateur, je dirais que c'est un exemple à suivre. Mais non, plus sérieusement, je crois que tout dépend des contextes où on est. Il y a une chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas ignorer la demande sociétale. Ce qui me paraît important derrière tout ça, c'est que
le bien-être, dans ce qu'on vous a dit depuis le début avec Martin, pour nous, c'est pas qu'une question de réglementation. Et si c'est pas qu'une question de réglementation, ça veut dire que il faut que nous, dans le monde entre guillemets, enfin ouais, dans le monde du cochon, il faut qu'on observe ce qui se passe ailleurs, qu'on écoute le monde changer, comment je pourrais dire ça, qu'on soit proactif dans ce qu'on fait et de pas être trop attentiste et d'attendre que des règlements arrivent parce que nous on n'a pas bougé, qu'on n'a pas vu qu'autour de nous ça changeait et que derrière il y a une nouvelle réglementation qui arrive, on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive encore, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête. L'idée c'est vraiment de, comment je pourrais dire ça, il faut s'ouvrir sur ce qu'il y a. On peut pas vivre caché tout seul dans le monde où on est. Le monde, c'est une multitude d'individus, de choses juste à poser les unes à côté des autres. Et ce que fait chacun à un endroit a un impact sur l'autre. Et même si l'éleveur aujourd'hui, il a un troupeau, il veut en vivre, et c'est pour nourrir on peut le dire aussi, pour nourrir l'ensemble des gens qui vivent dans un pays ou dans un espace donné de vie, mais ça ne veut pas dire qu'on peut s'affranchir de ce qu'il y a du bien-être et de l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est toute cette équation-là qui n'est pas simple. Et si on regarde ce qui se passe, si on remonte un peu plus loin, parce qu'on peut aller plus loin aussi, là on a l'exemple récent d'Allemagne où effectivement il y avait des actions en justice depuis plusieurs années qui avaient été initiées et après derrière il y a eu beaucoup de discussions entre la société civile, les éleveurs, les organisations, les pouvoirs publics pour essayer de trouver des compromis. Et je me souviens qu'il s'est passé la même chose au Danemark il y a une dizaine d'années où le débat qui était posé était tout simple. La société civile disait, est-ce qu'on peut continuer à faire confiance aux éleveurs pour produire de la viande alors que tous les ans, il y a entre 1 million et 2 millions de porcelets qui naissent et qui ne voient pas le sevrage. Et ça avait fait, les débats ont été très difficiles. Ils ont été menés. À un moment donné, tout le monde s'est assis autour de la table parce que tout le monde a vu que chacun peut avoir un point de vue de là où il est, mais l'idée c'est d'essayer pas de partager le point de vue forcément des autres, mais d'essayer de comprendre les choses telles qu'elles sont. Parce que les choses qui existent à un moment donné, elles n'arrivent pas de nulle part. Ça s'est pas fait comme ça. Et quand on veut passer après d'un point A à un point B, c'est pas comme de prendre un bulldozer, on rase un bâtiment, on en construit un nouveau. C'est pas ça. Il faut se donner le temps de passer d'un point A à un point B pour qu'on ait le temps de s'adapter. Et normalement, le monde est fait de telle façon pour qu'on ait toujours le temps de s'adapter. Mais si on est quelqu'un qui refuse d'écouter tout ce qu'il y a autour de lui, effectivement, il peut se réveiller et puis se dire, qu'est-ce qui nous arrive là? On a plein de choses qu'on est obligé de faire. Alors que, si vous le voyez un petit peu sur le petit schéma, le dernier petit schéma qui est affiché là, on voit quand même une balance qui pense pas tout à fait du côté de la réglementation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, je pense que si on prend un peu plus de temps d'observer, d'analyser, de connaître vraiment un peu plus le cochon que ce qu'on l'a fait depuis quelques années, on va peut-être pouvoir appliquer quelques petites recettes et puis on n'est pas obligé de changer tout d'un coup parce que si par exemple je m'attendais par exemple à un type de question, c'est dans un élevage existant, qu'est-ce que vous feriez vous? À ce moment-là on peut faire un audit et puis dans un audit on dit il y a ça, ça, ça qui va, mais après on est obligé de fixer des priorités, on ne peut pas changer tout d'un coup. Parce que c'est pas possible, c'est pas pensable. Il faut prendre le temps de faire les choses les unes derrière les autres. Et c'est en ça que c'est important de bien rester à regarder tout ce qu'on a autour de nous et puis d'appliquer des petites choses au quotidien. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller plus loin. Et que ainsi, je dirais que le bien-être animal, c'est pas qu'une question de réglementation. Et si on regarde les choses avec notre vision d'aujourd'hui, la réglementation, je pense que c'est moins de 10% et que 90% du bien-être animal, c'est autre chose. C'est tout ce qu'on a essayé de commencer à vous faire passer au cours de cette petite heure. Et puis d'ailleurs, quand on regarde les choses un peu plus, si on voit le bien-être animal et les réglementations comme des contraintes,
ben on peut pas avancer, on reste bloqué sur les choses. Or, moi je pense qu'il faut vraiment voir une opportunité pour pouvoir travailler différemment, pour améliorer les performances des animaux. Et quand on fait ça, ben, la plupart du temps, on améliore aussi le confort des hommes, ce qui est aussi important, parce que, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 choses, les bâtiments, les animaux et les hommes, ben, l'un va pas sans l'autre, tout est question d'équilibre. Hein, c'est en gros ça. Alors, c'est vrai que j'ai dévié un petit peu de la question de base, mais là encore, on peut dire ah c'est brut, mais on leur donne un délai. C'est pas terminé aujourd'hui, il faut que ce soit demain. Il y a un délai, il y a une partie du délai qui est sur 15 ans, une partie qui est sur 7 ans, globalement, ben l'avenir nous dira ce qui se passe, parce que depuis quelques années on vit des épidémies, ça peut changer la donne, il y a des choses qui évoluent, mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Allemagne sur cet arrêté-là au moins, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas que les choses avaient évolué, quoi, si on peut dire ça comme ça. On est là aussi à disposition pour ceux qui auront envie d'avancer dans une démarche telle que la nôtre, parce que comme je vous l'ai dit en début, c'est globalement ma vision des choses avec l'expérience, et je vous ai dit il y a 15 ans, je ne vous aurais pas tenu ce discours que je tiens aujourd'hui. C'est au fil du temps que des rencontres, de ce qu'on observe, de ce qui nous, de ce qui nous énerve, de ce qui nous gêne, de ce qu'on aimerait voir changer, d'avoir envie de voir une filière qui reste dynamique pour les années qui viennent et tenir compte de ce qu'il y a autour de nous. En gros, c'est ça qui nous motive un petit peu. Je dirais qu'il faut être un peu passionné aussi, mais ça, je pense que vous en êtes rendu compte. Mais il me reste à vous remercier de nous avoir suivis au cours de cette heure et de votre participation, de vos questions. Et puis, je vous dis, si vous souhaitez, pour certains, aller plus loin, on peut imaginer plein de choses. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Alors, à bientôt!